Bonjour. Je vais essayer de répondre plus ou moins à la question posée par Fabien de celle d'un état du monde et de celle d'un état du monde par rapport à l'image. Euh, Comme on est dans cette situation un petit peu paradoxale de devoir énoncer quelque chose autour du visible par le seul moyen de la parole, je vais du coup me rapprocher et me raccrocher à des œuvres qui sont elles aussi également, ou des questions qui sont elles aussi également de l'ordre de l'invisible ou du difficile à voir, du difficile à saisir, mais qui puissent nous énoncer quelque chose justement de cette problématique et de cette situation et de cet état des choses. Mon, mon point de départ, l'objet que je vais vous proposer peut-être comme point de départ, c'est un film de 1964 réalisé par Andy Warhol, un film qui s'intitule Empire, qui a pour sujet, pour objet, pour matière, l'Empire State Building à New York. Warhol tourne ce film-là une nuit, enfin fin de journée et une nuit en juillet 1964. La caméra tourne pendant à peu près 6 heures, hein, successivement. Le plan est fixe. Et lorsqu'il est projeté, lorsqu'il est montré au public, le film est montré en léger ralenti, au lieu d'être projeté à 24 images secondes, vitesse à laquelle il a été filmé, il est projeté à 16 images secondes, ce qui ralentit un petit peu le défilement de l'image, et ce qui fait que le film lui-même a une durée de un peu plus de 8 heures. Alors, euh, voilà, je prends cet objet parce que c'est un objet avec lequel j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps et il me paraît répondre en quelque sorte, ou en tout cas euh, poser même plutôt un certain nombre de questions liées à ce qui est visible et ce qui est habitable, c'est-à-dire à la fois à ce qu'on peut voir du monde et ce qu'on peut en faire, ou comment on peut négocier notre rapport avec lui. Et, euh, et il me permet aussi de travailler la problématique principale, hein, que j'ai évoquée dans le titre de cette communication, hein, qui est celle du paysage comme bien immobilier. Alors, Empire, pour prendre ça déjà très simplement, pour régler un peu et situer un petit peu l'objet qu'on utilise, Empire est un film qui est compliqué à voir parce qu'il il est très long, parce que les copies sont rares, parce que ça demande un équipement un peu complexe pour pouvoir le projeter à la vitesse normale. Donc c'est à la fois un film et une œuvre importante de Warhol, et en même temps c'est quelque chose qu'on connaît sans vraiment l'avoir vu, et c'est quelque chose dont l'expérience est difficile. Cette expérience difficile, pour moi, elle énonce quelque chose de précisément notre expérience et notre possibilité d'être dans le monde. Si on l'aborde, on s'aperçoit il est assez complexe à traiter. Euh, il est complexe à traiter parce que justement, on a du mal à l'envisager métaphoriquement, en quelque sorte. Hein, on pourrait dire, ah bah oui, Empire, qui pourrait être à la fois une allusion à l'Empire State Building, mais qui pourrait être aussi une question sur l'Empire américain, l'impérialisme américain. C'est difficilement tenable. C'est-à-dire, certes, oui, c'est une belle interprétation, mais finalement, elle résiste pas vraiment. Gregory Badcock, qui a été l'un des premiers à écrire sur le film, lui qualifie l'Empire State Building, le sujet du film, comme un big nothing. C'est un truc qui n'a aucun intérêt, qui est simplement un prétexte à faire une espèce de démonstration de l'essence du cinéma, de la façon dont le grain de la pellicule arrive, de la façon dont une image existe et est projetée. Enfin, voilà, ils ont fait quelque chose de presque une sorte de prétexte ontologique, mais qui là encore résiste difficilement en fait à l'épreuve et à la dimension du film.
Warhol, hein, lui, va être encore plus pervers comme à son habitude, en suggérant à plusieurs reprises que finalement Empire est un film pornographique, hein, une espèce d'érection longue de 8 heures. Mais évidemment, même si ça va un peu plus loin qu'une simple plaisanterie, ça reste une hypothèse qui a du mal à adhérer au film lui-même, hein, et à ce que produit le film. Penser Empire donc, et penser Empire dans le contexte qui nous occupe, c'est probablement laisser de côté la question de son interprétation pour le penser et pour l'envisager littéralement. Et donc c'est un peu méthodologiquement ce que je vais tenter de faire, c'est-à-dire dire qu'est-ce qu'on peut tirer d'Empire de Warhol comme objet pris littéralement. Alors, la première chose à laquelle on peut s'attacher, hein, je vais partir là aussi de cet objet-là, comme une espèce de poupée russe, hein, d'objet dans l'objet. La première chose dont on peut s'occuper, c'est bien précisément le bâtiment qui est filmé, hein. C'est-à-dire cette espèce de cadrage comme ça, un peu fixe du haut de l'Empire State Building, qui est un gratte-ciel new-yorkais qui pendant de nombreuses années, peut-être presque 30 ou 40 ans, est le plus grand bâtiment du monde, le plus haut bâtiment du monde. Et cette logique du gratte-ciel, hein, cette fonction du gratte-ciel, elle vient produire et énoncer quelque chose comme modèle à partir de New York et à partir des États-Unis, c'est-à-dire une manière d'occuper l'espace urbain. Alors là, je m'appuierai sur Rem Koolhaas, hein, qui a fait un assez beau livre sur New York, qui s'appelle Delirious New York, et certains éléments qui relèvent, notamment, et c'est l'une des choses que je trouve les plus intéressantes, en 1811, donc il y a un peu plus de 2 siècles, un certain nombre de décideurs de la ville de New York qui vont employer un certain temps à définir un plan, une grille de la ville de New York. Ils vont donc tracer 12 avenues, 150 rues perpendiculaires, définissant à peu près un volume de 2000 blocs, hein, donc des rectangles qui peuvent être occupés. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'au moment où la grille est établie, elle est strictement spéculative, puisqu'il y a peut-être un tiers de la ville de New York, même pas, ou un quart de la presqu'île de Manhattan qui est occupée réellement par des bâtiments, donc c'est totalement spéculatif, hein, c'est une espèce de programme abstrait, mais que ce programme abstrait va se révéler totalement programmatique, enfin précisément. C'est-à-dire que justement la ville de New York va se développer d'une manière très importante et exponentielle, mais en suivant et en respectant cette grille élaborée 2 siècles plus tôt. Elle va être d'ailleurs dès le départ envisagée selon une question qu'on va qualifier de spéculative, puisque à double titre, puisque les auteurs du plan de Manhattan, hein, vont suggérer explicitement qu'il sera, grâce à cette grille, et je cite, hein, plus facile d'acheter, de vendre et de développer des projets immobiliers. Il y a donc quelque chose dans le programme de départ de Manhattan qui a à voir avec l'immobilier. Et ce programme-là, il prend une nouvelle direction au début du 19e siècle, sous deux contraintes. La première, c'est que, évidemment, au bout d'un moment, lorsqu'on est sur un espace limité, qui est celui de la grille de Manhattan, à un moment, l'espace est rempli. Et puis, à cette contrainte-là, qui est une contrainte d'espace, se pose un certain nombre de possibilités, qui sont, un, le très grand développement économique de la ville, et deux, un certain nombre de possibilités produites et permises par la construction en fer, la fabrication et l'invention de l'ascenseur. Et ces deux éléments-là permettent, du coup, un siècle après l'évolution de la grille, de commencer à penser le développement de la ville verticalement. C'est-à-dire que puisque l'espace au sol est fini, on va développer cet outil qui est le gratte-ciel et qui va permettre sur une surface limitée de construire une surface, de développer une surface, non pas illimitée, mais en tout cas décuplée, puisqu'on va pouvoir sur une même parcelle
ajouter 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 60 fois, 100 fois le nombre de surfaces en faisant autant d'étages qui sont ceux du gratte-ciel. On est quelque part sur un endroit étrange, hein, qui vient échapper à la simple et à la seule question de l'architecture. Benjamin le note, hein, déjà à propos de Paris, puisque dans Paris capitale du 19e siècle, Benjamin pointe cette chose-là, je le cite, de même que Napoléon n'a pas compris la nature fonctionnelle de l'État en tant qu'instrument du pouvoir pour la bourgeoisie, de même les architectes de son époque n'ont pas compris la nature fonctionnelle du fer, par où le principe constructif acquiert la prépondérance dans l'architecture. Il y a quelque chose qui se passe avec la mise en place, l'invention du gratte-ciel, hein, qui est la prise de pouvoir de l'ingénieur et qui est la prise de pouvoir du principe fonctionnel de construction sur la question architecturale et la question artistique. On est donc sur quelque chose qui est un objet assez intéressant, hein, et en 1964, lorsque Warhol filme l'Empire State Building, il est toujours le plus grand gratte-ciel du monde, hein, il est donc toujours l'un des modèles, en tout cas l'horizon de ce développement-là, et on voit qu'il se propose à la fois comme une espèce de nouvelle frontière, hein, c'est-à-dire une nouvelle manière d'habiter, peut-être, ou en tout cas d'occuper le monde, le terme serait plus juste, et comme une opération, évidemment, comme une opération immobilière. Cet objet-là, il va avoir un certain nombre d'effets. Les principaux, et le principal que je vais pointer, hein, c'est un effet involutif. À partir du moment où, au sein d'une ville, s'implante un objet aussi massif et aussi complet qu'un gratte-ciel, ce gratte-ciel va commencer à faire ville dans la ville. Il va d'une certaine manière à la fois dévorer la ville, puisqu'il n'a plus besoin d'elle, hein, à part pour récupérer l'électricité et l'eau qui viennent le nourrir, mais il contient en général des magasins, des ascenseurs, des points de vue, etc. Il se trouve à être en fait en quelque sorte une espèce de monde dans le monde, hein, et il contient toutes les fonctions en quelque sorte de l'urbain. On le voit d'ailleurs dans le cinéma des années 30, hein, je pense à un film comme Babyface, où on s'aperçoit bien la manière dont les étages des bâtiments, hein, les étages des immeubles de bureaux sont des stratifications sociales et correspondent à des espaces de pouvoir, et donc comment la circulation à l'intérieur du bâtiment est suffisante pour la dramaturgie. Tout peut se passer à l'intérieur de cet espace, où vous trouvez d'ailleurs, hein, évidemment, des figures qui sont récurrentes, hein, dans les représentations du gratte-ciel ou de l'immeuble de grande hauteur, qui sont la ventilation, les ascenseurs, mais aussi les lobbies ou les piazzas, qui sont en quelque sorte des espaces communs, publics ou collectifs, à la différence assez notable que ce qu'a produit ce mouvement d'involution et ce mouvement de préhension de la ville par le gratte-ciel font que même les espaces publics du gratte-ciel sont des espaces privés. Et donc bien évidemment, hein, ça fabrique quelque chose de très étrange, à savoir une ville intérieure qui est entièrement privée et privatisée. Et il y aurait des développements que je ne ferai pas autour justement de cette question d'une indépendance presque de l'espace du gratte-ciel, hein, qui se produit et qui se voit autant dans un film comme La Tour Infernale que comme dans Piège de cristal, hein, ce moment où le gratte-ciel se retrouve coupé de l'extérieur. Mais je vais partir sur une autre piste qui nous occupe plus aujourd'hui, hein, qui est celle précisément des conséquences de cette privatisation du monde, hein, de cette privatisation architecturée ou ingénieurée du monde. Ce qui est frappant, si on pense cette apparition de l'Empire State Building dans l'œuvre de Warhol, c'est qu'il s'agit d'une curiosité. C'est-à-dire que Warhol, qui va avoir une production assez classique, hein, un usage assez classique des images,
J'entends par là qu'il va réaliser un certain nombre, il va réaliser beaucoup de portraits, il va réaliser des natures mortes, il va peindre et filmer des scènes. Et voilà, on a là une espèce de vocabulaire assez classique de la peinture et de la représentation en général. Et pourtant, l'Empire State Building est peut-être l'un des seuls moments où quelque chose apparaît de l'ordre du paysage. C'est-à-dire d'une distance à quelque chose. Quand Warhol filme Empire, il se trouve à une distance d'à peu près 1,5 km de son sujet. C'est une situation qui est pratiquement inédite dans l'ensemble de son œuvre. Il y a quelques images touristiques, photographies touristiques tardives, mais là, le paysage est déjà un objet commodifié, puisqu'il est l'objet du tourisme. Ce qui est intéressant, pour moi, dans cette question-là qui soudain surgit, c'est de savoir et c'est de comprendre pourquoi est-ce que chez Warhol, il y aurait une absence quasiment totale de la figure du paysage, sinon par cette espèce d'accro qui est l'Empire State Building. Et pour moi, je crois que ce qui se joue là, c'est la question d'une bascule assez profonde, qui serait celle d'un devenir immobilier du monde, d'une transformation non seulement du paysage, mais de la ville, mais en un ensemble de propriétés immobilières. Là encore, c'est ce qui est cette question du rapport de propriétaire avec le monde, d'une relation propriétaire au monde. Et partant de là, on s'aperçoit qu'on peut tirer un certain nombre de fils, qu'on peut penser presque les prolégomènes d'une histoire immobilière du monde, de l'art, pardon, d'une histoire immobilière de l'art, dans laquelle on aurait des signes. Je pourrais prendre comme exemple tutélaire et absolument superbe, à peu près précisément à la même période, la série des livres d'artistes que compose Ed Ruscha, qui posent certes les bases de ce qu'est la définition et l'essence même du livre d'artiste, mais qui apparaissent aussi comme une espèce d'inventaire absolument méthodique des éléments qui composent la ville de Los Angeles. Et par les moyens d'une description, d'une esthétique qui est une esthétique commerciale parfois, qui est presque de l'ordre qui est en tout cas dans l'ordre d'une description marchande des éléments qui composent la ville. En 1963, il fait un livre sur les stations-service. En 1965, 2 ans plus tard, il réalise Some Los Angeles Apartments, donc on a des appartements, puis tous les bâtiments en 1966 qui sont sur le Sunset Strip, puis en 1967 des parkings, je ne sais plus combien, et puis en 68 des piscines, et la série en quelque sorte, cette série-là, cette description de la ville se conclut à peu près en 1970 par un livre qui s'appelle Real Estate Opportunities et qui photographie des terrains, précisément des terrains à vendre. Il y a donc un mouvement quelque part, quelque chose qui court dans cette période-là, d'une question, d'un problème, qui est cette immobilisation du monde, puisque le monde devenant un bien immobilier, il y a une sorte d'immobilisation du monde, les capitaux circulent, mais le monde s'immobilise. Et on s'en aperçoit chez un certain nombre de photographes, notamment, évidemment, d'une manière exemplaire chez ceux qu'on appelle les New Topographics, où l'on trouve Stephen Shore, qui sort justement à ce moment-là de la factory de Warhol, où il a passé quelques années, où on trouve également Lewis Boltz, et Lewis Boltz c'est intéressant comme exemple, puisqu'il va commencer par photographier, il grandit en Californie, et puis il va avoir en quelque sorte une espèce de pratique photographique au départ qui pourrait dire est proche de celle d'Ansel Adams, c'est-à-dire le week-end il va dans les grands parcs naturels de la Californie pour faire des images spectaculaires, c'est une espèce d'image classique de
du paysage américain, et puis il se pose à un moment la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe si au lieu de partir de ma banlieue pourrie de Los Angeles pour aller dans un espace artificiel, privatisé, un parc précisément, donc un enclos, qu'est-ce qui se passe si je regarde cet espace dans lequel je suis, cet espace quotidien, et qui justement on connaît l'histoire de la Californie, il grandit à Orange County, qui s'appelle Orange County parce qu'il y avait énormément de cultures d'arbres fruitiers qui ont été tous évidemment décimés et détruits pour faire place à précisément des lotissements et des rocades d'autoroutes. Et en développant son travail, exactement d'ailleurs comme le fait quelqu'un comme Robert Adams, Robert Adams qui travaille sur cette zone, cette espèce d'espace de conversion et de bascule de la nature vers la ressource territoriale, il énonce cette chose extrêmement, d'une manière extrêmement frontale en 1980 dans un texte à propos de son œuvre Park City. Il dit l'une des conceptions les plus courantes de la nature dans la société capitaliste est aussi l'une des plus implacables et les plus effroyables, c'est celle du paysage comme bien immobilier. Voilà, notion qu'il emprunte. Il développe ça de la manière suivante. On perçoit, dit-il, de manière très différente une étendue apparemment ininterrompue de terrain, ce qu'on pourrait appeler un paysage, mais qui déjà n'en est plus une étendue apparemment ininterrompue de terrain, lorsqu'on la sait recouverte de lignes invisibles délimitant des propriétés et indiquant l'emplacement de futurs bâtiments. Ces divisions ne correspondent que fortuitement à la topographie des lieux et sont le résultat arbitraire de spéculations financières. Voilà qui illustre le mépris à la fois désinvolte et avide de notre culture pour le monde naturel en tant que tel. Et son en tant que tel est intéressant, j'y reviendrai à propos du land art. Mais il y a donc à ce moment-là une prise de conscience en même temps qu'il y a une espèce d'exacerbation de cette conquête de l'espace, cette conquête immobilière de l'espace. Il y a évidemment une conscience de la part des artistes. Je pourrais, en passant, évoquer l'exposition de 1971 de Hans Haacke au Guggenheim, exposition qui n'a pas lieu, mais dans laquelle Hans Haacke vient pointer que l'un des trustees du Guggenheim Museum, Harry Chapolsky, est aussi propriétaire et promoteur d'un très grand nombre d'immeubles à Manhattan, qui loue comme des taudis, voilà, cette espèce de grande enquête qui est là aussi, au-delà du constat, mais c'était le cas chez les dieux topographiques, une attaque contre cette situation. L'ambiguïté dans cette affaire, c'est qu'évidemment les artistes sont eux-mêmes aussi inclus dans cette question-là, et parfois d'une manière extrêmement active. Georges Maciunas, qui est le président de Fluxus, artiste lituanien, compatriote et ami de Jonas Mekas, va, dans les années 60 et 70, acheter à Manhattan, je crois, presque une quinzaine d'immeubles industriels qui va reconvertir en atelier logement, si on peut dire, et vendre à des amis. Alors à la fois, c'est une opération qui est totalement illégale, c'est-à-dire que à cette époque, les lois de l'État de New York interdisent cette transformation des bâtiments industriels en bâtiments locatifs, et ça produit quelque chose d'assez complexe, puisque bien sûr Maciunas ne va rien y gagner à part des emmerdes. Les artistes, dans certains cas, prennent le risque d'être sortis des espaces qu'ils occupent illégalement, mais néanmoins on considère aujourd'hui que Maciunas est le père de Soho, c'est-à-dire celui qui a fait que Soho est aujourd'hui l'un des quartiers les plus courus et peut-être les plus chers du monde. De la même manière, prendre un exemple assez amusant, en 71 également, je crois, j'essaie de vérifier, de retrouver la date. En 71 également, en 68, pardon, Donald Judd va acheter à Soho également, à Spring Street, un immeuble qui fait 800 mètres carrés, qui va payer $68 000. Et lorsque ses enfants, dans les années 2010, refont l'immeuble, la facture de rénovation de l'immeuble s'élève à $23 millions.
hein, dans ce quartier, au centre, hein, d'un quartier qui est plus ou moins pas les Champs-Élysées new-yorkais, mais quelque chose du même ordre. Il y a quelque chose donc, hein, d'une participation en quelque sorte des artistes à cette espèce de comédie un peu étrange, hein. Euh, il écrit, hein, Judd écrit d'ailleurs en 71, voilà, c'était là d'où venait mon 71, il ne faudrait pas que seuls des artistes vivent ici, le risque serait de voir se développer certains des attributs de Greenwich Village, des magasins et des restaurants touristiques, du mauvais art et des loyers élevés. Il y a ça, cette situation c'est un peu ambigu, sachant que justement Donald Judd va ensuite se diriger vers Marfa, qui est une ville presque fantôme au milieu du Texas, et il va acheter à Marfa un supermarché, une banque Art déco, un cinéma, je crois, plusieurs usines et un hôtel désaffecté. Il va être l'un des artisans de la je ne sais pas si on peut parler de la renaissance de Marfa, mais peut-être de la statisation de Marfa, hein, qui fait qu'aujourd'hui, Marfa est une espèce de destination extrêmement courue pour l'art contemporain, tout en restant une ville par ailleurs assez pauvre, hein. On pourrait y voir d'ailleurs un parallèle assez frappant avec la ville d'Arles, hein, et cette transformation très étrange que produit la culture sur les espaces. Ça vient également, et on pourrait dire qu'effectivement, voilà, il y a quelque chose qui est à l'œuvre déjà dans l'art minimal de l'ordre de cette simplification du monde et de cette mise au cordeau de l'espace, hein. C'est quelque chose qu'on retrouve également dans le land art, hein, et la traduction de land art pourrait autant être un art du paysage qu'un art du terrain, hein, du terrain à vendre presque. Et ça, on s'aperçoit que même s'il y a bien sûr toujours une lecture qui va être parfois une lecture écologique ou une lecture romantique, ou en tout cas on va dire naturelle du land art, hein, dans une relation avec la nature, on s'aperçoit aussi qu'elle est fondée sur des mécanismes et des tropes qui sont bien ceux de la prospection et de la construction. Je vous cite une phrase de Michael Heiser, hein, qui construit sur un grand terrain du Nevada son œuvre City, hein, qu'il a commencé en 1972, sur laquelle il travaille encore. Et Michael Heiser dit dans un entretien au début des années 80, je ne suis pas venu ici pour le décor, je suis venu pour les matériaux, pour le gravier, le sable et l'eau dont on a besoin pour faire du béton. Et aussi parce que le terrain désertique était bon marché, plat et parfaitement théâtral. Il n'est pas question de paysage. Voilà, il y a quelque chose de complètement, on va dire, sans réserve, hein, de la part d'Heiser, hein, dans cette espèce d'approche comme ça du terrain qu'il utilise, comme voilà, vraiment exactement comme le ferait un promoteur ou un prospecteur immobilier. Et ça met le doigt sur, je pense, le problème, hein, qui est au sein de ce mouvement artiste dans l'art, à l'intérieur même de l'art, et qui est bien sûr un symptôme, hein, qui est, je pense, la question de l'idéal pastoral américain, c'est-à-dire d'arriver dans un espace que l'on va énoncer comme vierge, alors qu'il est déjà une expropriation, hein, bien évidemment, et que cette idée d'énoncer un espace comme vierge, et donc évidemment comme inhabité, va créer un fantasme, hein, le fantasme de l'idéal pastoral américain, c'est-à-dire voilà un pays qui est vierge dans son jus, comme disent justement les agents immobiliers, et puis avec voilà, un ensemble de monuments, de forces naturelles absolument incroyables, et en même temps cet objet-là n'est envisagé et n'est envisageable que dans sa privatisation. C'est-à-dire que l'on ne peut et l'on ne protège la nature que si elle nous appartient, et que c'est seulement en tant que propriétaire que l'on va pouvoir décréter des parcs naturels, mais qu'à côté on va construire une centrale nucléaire parce qu'on a besoin d'énergie. Enfin, se trouver dans un espace comme ça, une mise au cordeau de l'espace totalement paradoxale et totalement intenable, mais qui repose précisément là-dessus, hein, c'est-à-dire cette idée que la nature n'est défendable, n'est entendable, n'existe que dans la mesure où elle est une propriété.
Alors tout ça n'est pas très encourageant et tout ça est même un petit peu angoissant et je voudrais peut-être essayer d'en sortir entre guillemets ou d'y échapper par quelques hypothèses et quelques propositions tactiques, pourrait-on dire. C'est-à-dire que faire, hein, que faire pour, non pas pour conquérir l'espace, mais pour déconquérir l'espace, hein, pour peut-être justement euh, voir et rendre au monde sa propre image, si on peut dire. Je vais proposer trois pistes, assez brièvement. La première, qui n'est probablement pas l'idéal, mais parce qu'elle est un fait historique, la première piste, c'est celle de la violence. C'est-à-dire que j'en ai pas parlé, ce serait trop long, mais il y a dans ce mouvement de construction et de privatisation évidemment une immense violence qui est faite, hein. Je parlais évidemment de les, la question de l'occupation première des États-Unis, hein, mais ça va jusqu'à précisément le mouvement de construction architecturale de la tour ou de l'immeuble de grande hauteur, hein. Je vous renvoie au texte, enfin au roman de James Ballard, hein, IGH, qui vient signifier comment cette privatisation du monde est une violence qui est exercée sur lui. Et évidemment, hein, ça produit, dans un certain nombre d'occurrences, une violence retour, et cette violence retour qui va être exercée à la fois sur les signes de cette privatisation et sur l'idée même de propriété. Et ça court, si on peut dire, de Courbet, qui va, au moment de la Commune, réclamer la destruction de la colonne Vendôme, et donc la mise à bas, hein. Il y a quelque chose euh, qui est énoncé par Jean-Paul Arnaud comme une espèce de pulsion du désastre, hein, c'est-à-dire de dire dans le champ artistique, toute érection, en quelque sorte, hein, entraîne une pulsion de destruction. Et bien évidemment, hein, qui est une espèce de rapport comme ça au pouvoir, ça va jusqu'à Stockhausen, hein, qui au moment des attentats du 11 septembre va considérer et énoncer que la destruction des tours jumelles du World Trade Center relève de l'ordre de l'œuvre d'art. Sans doute pas précisément parce que ce serait beau, mais au contraire parce qu'il y aurait quelque chose d'un geste artistique dans cet espace de destruction, de la tour, de ce symbole-là, et de ce symbole-là de propriété qui est établi. Parce que peut-être la violence n'est pas la bonne réponse et la bonne solution à tout, il y a une deuxième stratégie ou une deuxième hypothèse qui peut s'énoncer, qui est celle de, en même temps que se produit cette espèce d'involution du monde dans la propriété, de la question d'une involution du geste artistique. Et on le voit chez Lewis Boltz, hein, dans l'œuvre de Lewis Boltz, qui va progressivement abandonner sa tentative de montrer le monde, s'apercevant que finalement ça n'avait que très peu d'effet, pour venir produire un ensemble d'interventions in situ, de propositions, qui sont des propositions de discussion, qui vont avoir à faire plutôt avec une mise en mouvement des choses, hein, et des déplacements à l'intérieur de cette immobilisation dont je parlais. C'est quelque chose, si on reste dans le domaine de l'image et de la photographie, qui est visible aussi encore dans le travail de Lynn Cohen, hein, qui correspond peut-être en quelque sorte presque à une sorte négative du travail de Boltz, où Lynn Cohen va venir se poser la question de comment, à l'intérieur, dans les recoins, dans les laboratoires, dans les espaces d'entraînement de la police, dans les espaces de simulation de pilotage, quelque chose se construit et s'ingénierie et se fabrique d'un contrôle et d'une mise en règle du monde. Et il y a bien quelque chose là d'une sorte de continuer à travailler par les moyens de l'image sur cette espèce d'entreprise de disparition, hein, et d'occultation du monde, cette espèce de travail-là, qui va aussi relever d'une sorte de passage, hein, de pouvoir. Là encore, je cite rapidement et brièvement Benjamin, hein, qui, lorsqu'il
il parle de la question de la construction en métal, hein, va ajouter le concept de l'ingénieur qui date des guerres de la Révolution commence à s'affirmer et c'est le début des rivalités entre constructeurs et décorateurs, entre l'école polytechnique et l'école des beaux-arts. Il y a bien quelque chose, hein, d'une tension qui se passe là, hein, qui est une dépropriation, si on peut dire, du geste artistique en vue de son appropriation par la technique et par l'ingénieur. La troisième hypothèse, la dernière, hein, que je pourrais poser et proposer, c'est chez Warhol qu'on peut la trouver déjà présente, mais pas seulement. C'est la question de savoir finalement comment on peut faire et travailler avec les restes. C'est-à-dire c'est la question précisément du recyclage. C'est posé, hein, dans cette figure du chiffonnier chez Benjamin. Hein. On va ramasser et récupérer des choses avec lesquelles on va pouvoir faire quelque chose d'autre. Warhol est assez peu dupe de cette question-là, même s'il la pose et même s'il la place. Hein, je vous cite un extrait de sa philosophie de A à B et and back again, qui dit, à propos justement de cette question des restes et du recyclage, je dis que ce qui reste est sans doute mauvais, mais que si l'on peut le prendre pour le rendre bon, ou du moins intéressant, alors on ne gaspille pas autant qu'on l'aurait fait sinon. Alors vous voyez, là, on est sur quelque chose qui est presque de l'ordre de cette espèce de belle pensée du recyclage, hein, de la recyclerie, enfin voilà, dans lequel on vit aujourd'hui en 2021. Mais Warhol continue le texte et bien sûr pointe un horizon toujours complexe de cette tactique-là et de cette stratégie-là. Il continue ainsi, il dit on recycle du travail et des gens, on dirige des affaires comme un sous-produit d'autres affaires, ou plus exactement d'autres affaires directement concurrentes. C'est donc une manière de procéder particulièrement économique. Et on revient là encore, hein, à cette question qui est que probablement il est impossible, voire difficile, ou du moins difficile, d'envisager ça hors de la question de l'économie. Et je terminerai sur juste un détail, mais qui je trouve est loin d'être anecdotique, ou qui n'est pas qu'anecdotique, qui est qu'au moment où Warhol en 1964 va filmer l'Empire State Building, cette espèce de gros tas de métal et de verre qui est dressé comme ça dans le paysage new-yorkais, son frère aîné, Paul Warhola, qui a gardé son nom et qui est resté à Pittsburgh, hein, ouvre à peu près à ce moment-là une entreprise de recyclage de ferraille. Et une entreprise qui est demeurant encore en activité aujourd'hui, et que finalement, il y a quelque chose d'assez ironique, hein, qui est de voir comment dans l'entreprise familiale, qui est la famille Warhol en quelque sorte, hein, il y a déjà organisé cette question d'un travail et d'une récupération, d'un recyclage, et qui permet peut-être de nous mettre en face de cette nécessité qui n'est pas tant de savoir ce qu'on peut et ce qu'on doit faire du monde, mais que l'on peut maintenant et que l'on doit maintenant se poser la question de ce que l'on peut et de ce qu'on peut faire avec ce qu'il en reste. Je vous remercie pour votre attention.